Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous voulez apprendre comment faire votre candidature au fonctionnement de maître de conférence, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Cyprien Guérin, je suis docteur en neurosciences et j'ai obtenu ma thèse en octobre 2023. Et j'ai directement enchaîné à candidater aux fonctions de maître de conférence et j'ai obtenu mes qualifications aux fonctions de maître de conférence. Et du coup, dans cette vidéo, je voulais partager avec toi exactement, dans un premier temps, comment le site Galaxy fonctionne, où trouver les informations désirées, les informations dont tu as besoin, comment faire les bonnes recherches et comment j'ai créé mon dossier. Je vais aussi te montrer chaque partie de ce dossier, que ce soit mon CV, la notice que j'ai rédigée, les différents articles, etc. Je vais te les montrer pour que tu puisses toi aussi les reprendre, t'en inspirer. Lorsque j'ai terminé ma thèse, j'ai pas trouvé d'exemple, j'ai eu du mal à trouver des informations sur internet pour comprendre comment nous faisons comment on postule à la qualification de maître de conférence. Je ne savais même pas que ça existait parce que j'ai obtenu ma thèse à l'étranger. On ne parle pas du tout de ces choses-là, du coup, je n'entends pas du tout par rapport à ça. Peut-être qu'en France, du coup, on en parle plus du portail Galaxy. Pour moi, c'était une nouveauté. J'ai dû essayer de comprendre comment ce site web fonctionne parce qu'il est un peu ancien. Et du coup, j'ai contacté une prof, une maître de conférence de ma licence. Et elle est très méticuleuse. Elle m'a beaucoup aidé. Donc, je la remercie beaucoup. Et du coup, je vais aussi partager les conseils qu'elle m'a donnés pour mon dossier. Et ce qui m'a aidé vraiment à faire un bon dossier et à faire justement cette qualification aux demandes de maître de conférence, aux fonctions de maître de conférence. Et parce qu'au final, c'est juste une étape pour laquelle on doit passer si on veut justement pouvoir postuler plus tard dans les postes de maître de conférence, de professeur, etc. Donc, on est obligé de passer par là, donc autant prendre le temps de bien le faire. En soi, si on le fait bien, si on le fait bien et qu'on prend le temps d'avoir un dossier qui correspond à ce qui est demandé, en soi, il n'y a pas de raison que de ne pas recevoir cette qualification. Donc, dans cette vidéo, j'ai envie de t'aider justement à pouvoir l'obtenir directement, à ne pas te prendre la tête, à ne pas savoir quel dossier faire. Tu vas pouvoir juste t'inspirer de mon dossier. Bien sûr, tu ne peux pas remettre le même dossier parce qu'on n'a pas du tout les mêmes compétences, le même parcours. Mais tu peux juste t'en inspirer pour faire un dossier similaire peut-être. Ou voir si pour toi c'est utile ou pas. Dans un premier temps, une fois que tu as tapé Galaxy et que tu arrives ici, tu peux regarder le calendrier pour essayer de comprendre comment le calendrier fonctionne. Donc pour voir comment le calendrier fonctionne, tu regardes juste les dates et ce qui correspond. Donc l'année dernière, à ce moment-là, il fallait postuler. En 2023, il fallait avoir déposé les pièces. Enfin, il fallait avoir déposé toutes les pièces et après, tu obtiens une réponse un peu plus tard. Ce que tu fais après, c'est que tu vas dans les pièces à fournir. Et une fois que tu es au niveau des pièces à fournir, pièces obligatoires et complémentaires, eh bien tu descends pour voir là où tu corresponds. Donc moi j'ai obtenu mon Pays-Bas à l'étranger, donc je suis ici. Mais ça va juste dépendre de toi et de ce que tu as obtenu. Généralement, si c'est obtenu en France, ce sera ici. Et après, tu as donc deux documents. Donc ici, c'est juste une checklist pour être sûr que tu as fourni chaque document qui est demandé. Une copie du diplôme requis. Une attestation de réussite, donc au final tu mets une copie de ton diplôme, une traduction sur l'honneur. Ce qui est bien, c'est qu'on peut l'on peut faire la traduction soi-même. Donc tu as juste à faire la traduction toi-même et tu jures sur l'honneur et ça suffit. On n'a pas d'autre problème par rapport à ça, donc ça c'est bien parce que ça évite de dépenser de l'argent dans un traducteur officiel. Ensuite tu dois téléverser ton rapport de soutenance dans son intégralité. Tu as aussi un CV à mettre avec la liste de publications et aussi mentionner tes ouvrages scientifiques. Ça peut être tes articles, des livres, peu importe ce qui fait dans ton domaine. Dans mon domaine, c'est surtout des articles, donc généralement tu vas mentionner des articles et des pièces complémentaires parce que oui, il y a des pièces complémentaires selon la section à laquelle tu appartiens. Donc si tu veux voir ta section, eh bien, tu peux cliquer ici, liste des sections du CNU et tu auras les listes des sections.
Moi, c'est section 69 qui est la section neurosciences. Ensuite, si tu as envie d'avoir des informations supplémentaires, il faut, comme ils le disent, il est indispensable de consulter les critères et recommandations. Donc, clique ici. C'est vraiment important à faire. Et une fois que tu as cliqué ici, tu vas dans ton domaine. Moi, c'est sciences, neurosciences. Et ici, tu auras plein d'informations. Donc, je t'invite à prendre le temps de les lire. Ça va t'aider vraiment à comprendre comment faire ton dossier. Donc ici, ils vont t'expliquer rapidement la section, et tu vas vite savoir si tu corresponds ou non à la section. Les mots-clés à utiliser, les sections qui sont voisines, les personnes que tu peux potentiellement contacter si tu as des questions. Donc, est-ce que tu vas avoir une réponse de leur part? Ça va dépendre de eux, s'ils décident de prendre le temps ou non de te répondre. Ensuite, tu peux avoir l'agenda pour avoir plus de détails. Mais ce qui nous importe ici, pour nous, c'est la qualification. Donc là, tu auras le calendrier. Et là, il y a 3 petits détails. Les conseils généraux, ils vont t'expliquer exactement ce qu'ils veulent. Et bien dans ce cas-là, tu prends le temps de donner chaque chose qu'ils veulent. Ils veulent le diplôme de thèse. Donc oui, donne ton diplôme de thèse. Un CV. Donc il doit comprendre 3 éléments dans ce cas-là. Ça va dépendre des sections. Mais là, ils veulent un résumé chronologique du cursus, des expériences professionnelles, en matière de recherche, enseignement ou autre du candidat, et pas plus de 2 pages. Une notice rédigée. Donc là, en gros, c'est tu détailles ce que tu as fait, ta recherche, tes enseignements, tes responsabilités collectives, etc. Et pourquoi est-ce que tu es en adéquation avec la section 69. Donc ici, ils font attention à la qualité rédactionnelle. Là, c'est en français. Moi, j'avais l'habitude de rédiger en anglais. Donc, honnêtement, ne t'embête pas. Si tu as besoin de faire traduire un texte, utilise ChatGPT, il va te le traduire très bien. Et après, tu reprends ton texte et tu améliores ce qui est rédigé parce qu'il ne sera pas parfait. Ça ne correspondra pas exactement à ce que toi tu veux, mais du coup, tu reprends tout et tu remodifies. Tu auras gagné énormément de temps. Puis la liste de publications. Donc, tu mentionnes tes publications. Les exemplaires, dans ce cas-là, ils en veulent 3 maximum, et les rapports de soutenance s'ils existent dans ton université, dans ton pays, puisque tous les pays ne fournissent pas ce genre de documents. S'ils n'existent pas, ce n'est pas grave. S'ils n'existent pas, c'est tout. Ils ne peuvent pas te demander un document qui n'existe pas. Et si tu as des doutes, tu peux toujours contacter la section pour demander. En plus des pièces obligatoires, ils vont demander quelques pièces en plus. Une fiche de synthèse. Donc c'est juste une fiche. Si tu regardes la fiche, tu vas te rendre compte qu'au final, c'est comme ce qu'ils appellent une fiche de synthèse. En gros, tu fais le travail du rapporteur. C'est que tu résumes tout. Et ce que tu veux faire lorsque tu rédiges ton document, c'est de rendre la vie au rapporteur la plus simple possible. Il ne doit pas avoir à chercher l'information. Et c'est là c'est le plus grand conseil que j'ai reçu de la professeure, de la maître de conférence, qui est justement, rends la vie du rapporteur simple. C'est tout ce que tu dois faire dans tes documents, c'est permettre au rapporteur de trouver les informations en un rien de temps. Donc ici, tu essaies d'être clair, tu mets tout ce qui est demandé. Mobilité, si tu as une mobilité, si tu n'en as pas, c'est pas grave. Ta situation actuelle, tes publications scientifiques, revues, ouvrages, tes enseignements. Et ici, le rapporteur pourra te décider si oui ou non. Donc au final, il a juste à lire ça, ton dossier rapidement, et il va dire si tu es favorable ou non. Si tu corresponds à la section et que tu corresponds aux recommandations de la section, en théorie, il n'y a pas de raison pour lesquelles il devrait être défavorable. Mais bon, autant dans ce cas-là, essayer de bien faire son dossier. Et avec cette vidéo, justement, je vais te montrer mon dossier et tu devrais pouvoir t'en sortir assez facilement sans trop te prendre la tête. Attestation de mobilité postdoctorale, attestation d'ATER. Donc ici, il te rajoute un peu d'informations. Et là, c'est très important, c'est recommandations maître de conférence. Et c'est là que c'est très important. Ici, tu prends le temps de bien le lire car tu vas devoir justement essayer de correspondre à ces recommandations. Le grade docteur de l'université n'est pas une condition suffisante pour la qualification. Il faut aussi avoir eu de la production scientifique. Donc eux, ce qu'ils considèrent comme étant important comme production scientifique dans cette section, donc à toi de regarder pour ta section, ici, ils veulent 3 publications internationales. Ou 2 si tu as eu beaucoup d'enseignements. Donc dans mon cas, je crois qu'il y en avait 5 ou 6 à ce moment-là. Donc pour moi, ce n'était pas un problème.
Donc, si tu en as moins, est-ce qu'il risque de ne pas te qualifier? Bien, je ne sais pas, je ne peux pas te dire parce que dans mon cas, j'en avais 3. Mais c'est des recommandations, ce sont des recommandations, donc peut-être que ce n'est pas nécessaire. Dans tous les cas, tente, ça ne te coûte pas grand-chose. De tenter, ça te coûte un peu de temps, mais dans tous les cas, si c'est quelque chose qui t'intéresse de postuler aux fonctions de maître de conférence, eh bien, dans tous les cas, tu l'auras pour l'année d'après, tu auras juste à l'étoffer. La mobilité post-doctorale, donc est-ce que tu es à l'étranger pendant ton post-doc? Dans mon cas, j'ai fait ma thèse aux Pays-Bas, pendant laquelle je suis allé en Nouvelle-Zélande, et j'ai fait mon premier post-doc, j'étais aux Pays-Bas encore, et je suis encore aux Pays-Bas. Donc est-ce qu'ils considèrent ça comme une mobilité géographique ou thématique? Je ne sais pas. Thématique sûrement oui, géographique je sais pas, parce que dans mon cas je suis en mobilité par rapport à la France, mais je suis au même pays que pour mon doctorat, donc je sais pas à quel point c'est important et crucial. N'oublie pas de mentionner pourquoi, si tu as un arrêt dans ta production scientifique, mentionne-le, c'est important, parce qu'ils vont justement se demander si tu as un trou de 3 ans, c'est bien de mentionner rapidement pourquoi. Si tu es capable d'expliquer pourquoi tu as un trou de 3 ans, c'est mieux, parce que sinon ça peut être surprenant. Les gens ils peuvent se demander pourquoi est-ce qu'il y a un trou de 3 ans. Donc n'hésite pas à le préciser. Après bien sûr, à toi de voir si c'est quelque chose que tu veux faire préciser ou non. Ouais. La participation aux enseignements, donc tu peux aussi mentionner les enseignements auxquels tu as participé. Comme il dit, ce n'est pas obligatoire, mais si tu n'en as pas, tu dois argumenter pourquoi. Et encadrement de stagiaires, ce ne sont pas des enseignements, car ce sont... Aux Pays-Bas, ils considèrent cela généralement comme des enseignements, mais ici, c'est plutôt dans le cadre recherche, supervision. Et si tu as obtenu des financements, sois précis dans le maximum d'informations. En fait, le but ici, de ce que tu veux dans cette section, c'est donner un maximum d'informations, être aussi précis que possible. C'est vraiment donner autant d'informations que tu peux, mais en étant aussi clair que possible. Et tu verras dans mon dossier, lorsque je vais te le montrer, comment j'ai fait cela, comment ça a fonctionné. Et je ne pense pas que ce soit un dossier parfait, mais il a fonctionné, donc tu peux t'en inspirer assez facilement. Là, c'est pour professeur, si tu es un peu plus avancé. Donc ici, tu as sûrement d'autres choses qui peuvent être utiles, mais bon, au final, c'est pas grave. On n'a pas besoin tout de suite. Donc, maintenant, je vais te montrer. Donc, moi, j'avais mon dossier. Galaxy, qualification, maître de conférence. Donc là, ce sont mes différents dossiers. Donc, j'ai quelque chose que j'ai appelé mes documents. Et ici, je vais te montrer les différents documents que j'avais et que j'ai dû soumettre, du coup. Donc, j'avais mes articles scientifiques. Donc, je vais juste te montrer rapidement parce que c'est toujours la même chose. Donc, dans ce cas-là, je devais mettre en PDF mes articles scientifiques. Donc si tu regardes ici, j'ai mis en PDF chaque article qui était demandé. Dans ce cas-là, ils en demandent 3, donc j'en ai choisi 3 qui me semblaient être le plus pertinent. Et j'ai fait un résumé de l'article. Donc comment est-ce que j'ai fait ce résumé? Eh bien si je me souviens bien, j'ai dû modifier des choses, mais je pense que généralement j'ai pris mon abstract et j'ai plus ou moins traduit l'abstract. Tu peux le faire toi-même, tu peux le faire avec ChatGPT, modifie-le pour que ce soit bien rédigé, que ce soit compréhensible. En gros, tu remets la référence à l'article et tu retraduis ton abstract parce que tu as toujours un abstract, un résumé d'article dans chaque point. Et tu fais cela pour les 3 articles. Sélectionne des articles qui te semblent être le plus pertinent. Et je pense que ça devrait aller du coup, si tu fais cela. Ok, donc voici, ça c'était pour les articles. Maintenant, je vais te montrer le CV. Donc, je vais te montrer le CV à la fin et il demandait la notice dans le CV. Donc, le CV fait 15 pages. Le but du CV est d'être le plus précis possible pour chaque partie. Ce que tu as envie, c'est justement de simplifier la vie au rapporteur. Ça doit être aussi simple que possible. Tu dois aider le rapporteur le mieux possible pour qu'il ne perde pas son temps. Ce que tu as envie, c'est juste
qu'il puisse trouver l'information, parce que s'il doit la chercher, ça va l'irriter. Enfin, moi je te dis ce que ma professeure m'avait dit, c'est que tu as envie de lui simplifier la vie parce qu'il n'a pas le temps à perdre, il a énormément de dossiers à voir, donc tu as envie qu'il puisse trouver l'information le plus rapidement possible. Donc je vais te montrer comment j'ai fait dans mon dossier pour essayer justement de montrer cette information le plus vite possible. Donc tu commences avec un aperçu biographique. Donc j'ai mentionné beaucoup de choses parce que la professeure m'a conseillé de mentionner autant de choses. Je ne sais pas si c'est nécessaire ou obligatoire, à toi de voir ce qui te semble être le plus pertinent. Nom, email, ma position, là où je travaille actuellement, mon âge, mon lieu de naissance, ma nationalité, ma situation personnelle. Est-ce que ça, tu as besoin de le mettre? Je ne pense pas, j'aurais tendance à dire que non. Il n'y a pas besoin de savoir que tu as une relation, je sais pas. Ben, elle m'avait conseillé de le mettre, donc j'ai juste mis. Et ton ORCID, tu veux mettre ton ORCID, parce que c'est toujours utile, tu as les liens directement à toutes tes publications. Dans mon cas, il me demandait de mentionner ma formation supérieure, donc j'ai tout de suite mentionné dans le sens chronologique. Donc ça va dépendre de ce qu'ils vont te demander. Souvent dans les CV, on demande le sens inverse. Donc on commence par thèse, puis master, puis licence. Là, ils voulaient dans l'autre sens, donc j'ai mentionné juste dans l'autre sens parce qu'ils m'ont demandé de mettre dans l'autre sens. Je mentionne rapidement, pas besoin de faire quelque chose trop beau, c'est un CV académique. Donc tu mentionnes ta formation, là où tu as obtenu ton master. Là, j'ai mentionné ma thèse. Et ici, j'ai fait une liste des choses que j'avais faites pendant ma thèse. J'ai fait développer de la recherche, j'ai collecté des datas, j'ai encadré des étudiants, j'ai collaboré avec des collègues et des chercheurs. J'ai mené des études d'imagerie et tomographie par émission. Et ici, j'avais mes directeurs de thèse. Ok, donc ça, c'est la première partie où tu vas simplement mentionner ces différentes choses. Ensuite, il me demandait ma position actuelle. Donc moi, j'ai décidé de la mentionner, ma position actuelle, ce que je fais. Comme tu vois, des fois, j'ai oublié de traduire. Parce que mon CV à la base est en anglais. Là, il le voulait en français. Donc, j'ai dû tout traduire aussi. De temps en temps, j'ai oublié de traduire des mots par-ci, par-là. C'est pas grave, j'imagine. Ensuite, mes expériences professionnelles. Donc ici, j'ai mentionné tous les stages que j'ai fait pendant ma licence, pendant mon master, etc. Donc ce que tu fais, c'est que tu mentionnes l'université là où tu l'as faite, où tu as fait le stage, le projet de recherche. Dans ce cas-là, j'avais mentionné Munich, en Allemagne pendant ma licence. Tu mentionnes la durée du stage. Et tu peux mentionner rapidement ce que tu as fait pendant ce temps-là. Tu as fait des analyses de données, quelles compétences as-tu développées. Tu peux mentionner le superviseur que tu avais eu. Ici, pareil, projet de master, là où je l'ai fait, les différentes compétences que j'ai eues. J'ai une publication en premier auteur pendant ce master, donc je pense que ça vaut le coup de le mentionner, donc j'ai décidé de le mentionner. Les choses auxquelles j'ai participé à la conception du projet, à la collecte de données, à l'analyse. Pareil, j'étais à Bordeaux, je rementionne les choses que j'ai faites. J'étais en Australie, je rementionne ce que j'ai fait. Pendant mon doctorat, je suis allé à l'étranger. Je suis allé 4 mois en Nouvelle-Zélande, donc je mentionne aussi ce que j'ai fait et les différentes choses. Donc c'est quelque chose que tu peux faire. C'est comme ça que j'ai décidé de présenter. Ça me semblait être une bonne façon, ça a fonctionné pour moi. Après, c'est à toi de voir selon ton parcours, comment est-ce que si ça prend du sens de présenter cela comme ça. Ensuite, j'ai décidé de mentionner enseignement et encadrement. Donc ici, dans mon cas, pendant ma licence, j'ai eu peu d'enseignement. Donc j'ai pas eu beaucoup d'enseignement en classe, en présentiel, en TD, en cours magistraux, etc. Donc j'ai mentionné d'autres choses que j'ai faites. Donc je mentionnais les fondations de la rédaction, qui est le cours de rédaction que j'enseigne en ligne. How to write a successful PhD proposal. Ça, c'est parce que j'ai rédigé ma demande de bourse, ma demande de financement moi-même. Je l'ai défendue face à un jury et du coup, j'ai créé un atelier par rapport à ça. Et du coup, pour les enseignements, ce que tu veux faire, c'est mentionner les formations, les choses que tu as enseignées, à quel niveau, licence, master, etc. Horaire, combien d'heures as-tu enseigné? Et aussi l'effectif, combien d'étudiants ont suivi ce que tu as fait et les responsabilités que tu avais. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as créé le cours? Est-ce que tu as enseigné le cours? Est-ce que tu as créé les PowerPoint? Qu'as-tu fait? En gros, mentionne rapidement ce que tu as fait pour chaque partie. Ici, formation doctorale, parce que je parle de mon blog, parce que ça me semble pertinent, relevant. Aide au concours doctoral, parce que j'ai aidé plusieurs étudiants en master à obtenir leur doctorat. Et ensuite, donc ça c'est la partie enseignement, donne des informations qui sont relevantes pour que les personnes puissent comprendre ce que tu as fait. C'est ça l'idée principale de cette partie-là, c'est soit clair pour que les personnes comprennent ce que tu as vraiment fait.
Si tu es ambigu, c'est pas très clair ce que tu fais. Donc essaye d'être, tu peux même encore être plus précis que ça, c'est à toi de voir à quel point tu veux être précis, dire ce que tu as fait. Si tu as enseigné en neurosciences, tu peux dire que tu as enseigné en neurosciences, le cours que tu as fait, le nombre d'heures, etc. Pour la supervision, encadrement, donc ce que la professeure m'avait conseillé, peut-être que c'est trop détaillé, mais c'est ce qu'elle m'avait conseillé. Elle avait l'expérience parce qu'elle est maître de conférence en France. Comme je l'ai fait à l'étranger, je me suis dit, je vais juste écouter ce que cette personne m'a dit. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mentionné mon rôle. J'étais un superviseur, le nom de l'étudiant, la formation de l'étudiant, la durée du stage, le titre du projet pour les différents étudiants que j'ai supervisés pendant ma thèse et les responsabilités que j'avais, supervision quotidienne, rédaction d'articles scientifiques, etc. Puis là, je supervise 2 doctorants, je suis superviseur de 2 doctorants. Donc, je décris ce que je fais pour les aider. Je les aide à rédiger, je les accompagne dans les présentations, etc. Et si tu fais un total, tu résumes en fait. Tu dis 2 doctorants, 5 étudiants de licence master. En fait, ce que tu veux faire, c'est ajouter des résumés à la fin de chaque partie ou au début de chaque partie pour simplifier la vie. Comme je disais, pour simplifier la vie du rapporteur. Ensuite, j'ai décidé de mentionner mes activités académiques et valorisation. Donc, ici, c'est juste un résumé, il n'y a pas le détail. Donc, j'ai été organisateur et président. J'ai présidé 2 congrès nationaux de session. Donc, ici, je mentionne ce que j'ai fait, le titre de la session. Ça me semblait super détaillé parce qu'aux Pays-Bas, tu ne mentionnerais pas autant pour lorsque tu présides des sessions, etc. Mais du coup, j'ai décidé de le faire quand même, de bien préciser ce que j'ai fait, où ça a lieu, quand ça a eu lieu, etc. Et à la fin, tu mentionnes une ref à la fin. Parce qu'à la fin, tu rementionnes tes refs, des choses que tu as faites. Ici, pareil, j'ai rementionné la 2e session que j'ai organisée en juin 2024. Ensuite, tu mentionnes tes présentations orales, invitation conférencier pour présentation, le nombre, si elles sont nationales, internationales, si tu étais invité. Et tu donnes aussi la ref si à la fin, tu les rementionnes en référence. Puis tu mentionnes lesquels, parce que là tu peux les mentionner de manière courte, juste pour dire j'ai fait ça là, cela c'était une conférence, donc tu mentionnes le nom de la conférence, la date, l'endroit, tu dis que c'est une conférence, présentation orale, et ensuite j'ai mentionné les posters et les vidéos, conférences nationales, internationales et au symposium. Et j'ai refait la même chose, j'ai rementionné pour chaque partie. J'ai aussi obtenu plusieurs financements pendant ma thèse et mon master, j'ai donc décidé de les mentionner. J'ai obtenu une bourse EOL et une bourse GUF, chacune de 500 € pour pouvoir faire des projets pendant mon master. Donc je décris aussi, je mentionne le financement, le montant et j'explique. J'ai obtenu ma bourse de financement pour ma thèse de 3 ans. Le montant, c'est mon financement de doctorat de 3 ans. Et je mentionne le détail, je mentionne qui peut être contacté pour justement cette thèse. Je mentionne une autre bourse que j'ai obtenue pendant ma thèse qui m'a permis d'aller en Nouvelle-Zélande pour faire mon projet. Et j'ai aussi obtenu une récompense. J'ai gagné le prix de la meilleure vidéo du top 5 des vidéos Fence. Donc c'est le prix que tu obtenais si tu étais dans les 5 meilleurs. Et ça m'a permis justement d'être récompensé en étant invité au Fence Forum of Neuroscience. Et ici je mentionne un peu plus. Ensuite, mes compétences scientifiques. Donc ça, c'est la suite de mon CV. Je mentionne mes compétences scientifiques et techniques. Est-ce que c'est nécessaire? Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas qu'il le demandé, mais c'est quelque chose que j'ai décidé de mentionner. Donc, je mentionne les compétences et j'explique quelle est la compétence. Ici, recherche sur les animaux et le détail de chaque compétence. Comportement, les différents modèles avec lesquels j'ai travaillé. Donc j'ai laissé en anglais ici parce que c'est plus logique de garder ces noms en anglais. Tout le monde utilise dans mon domaine ces noms en anglais. Pet imaging, le certificat que j'ai obtenu pour travailler avec la radioactivité, analyse biologique, mes compétences en statistique, comme tu le vois, ne sont pas très denses. Il faudrait que j'apprenne à un moment à utiliser R ou Python ou peu importe, mais je n'en suis pas encore là. Peut-être dans le futur, là j'ai des étudiants qui savent utiliser R, donc peut-être, à voir. Il faudrait que je le fasse à un moment, ce serait très utile. Et aussi rédiger des documents éthiques, puis ensuite je mentionne les référés, les personnes contact, s'ils ont des questions à poser. Et là on arrive sur la notice. Donc, la notice, comme il le dit, c'est 4 pages dans lesquelles tu mentionnes ton parcours,
ta recherche, etc. Tu as envie d'être détaillé, de décrire ce que tu as fait, d'expliquer si tu as des trous dans ton CV, d'expliquer pourquoi tu n'as pas fait X ou Y. Vraiment, prends le temps d'être détaillé. Donc, j'ai commencé par un petit résumé. Mes recherches se concentrent sur l'impact de l'exposition au stress. Donc, j'ai vraiment fait un résumé sur ma recherche. Donc, je me suis concentré sur ma recherche dans cette partie-là. Je m'efforce de comprendre les altérations neurodéveloppementales précoces causées par les facteurs environnementaux et génétiques qui influent non seulement sur les mécanismes moléculaires et cellulaires, mais également sur l'interaction entre différentes régions cérébrales. Cette interaction complexe contribue au développement de troubles psychiatriques et de l'addiction. Du coup, ici, j'explique. Pendant mon doctorat, j'ai exploré la phase initiale des changements développementaux. Pendant mon postdoc actuel, je me penche sur les changements cérébraux sous-jacents à l'addiction. Et dans le futur, j'ai envie d'intégrer tous ces différents aspects de ma recherche. Là, c'est intéressant parce que tu mentionnes ce que tu as fait pendant ta thèse, tu mentionnes ce que tu fais maintenant et tu mentionnes ce que tu veux faire dans le futur. Là, je pense que c'est un point important, c'est de dire ce que tu veux faire dans le futur. Donc, parce que tu as un parcours, tu as une idée, tu as une direction, tu veux faire quelque chose, donc tu veux le mentionner, tu veux que la personne comprenne ce que tu veux faire et pourquoi c'est important. J'ai commencé comme ça, licence et master, par décrire ma recherche de licence et de master. Donc j'ai essayé de le faire de manière assez simple. Donc j'ai dit que j'ai obtenu ma licence, puis j'ai fait un master, j'ai obtenu des bourses pendant cela. J'explique ce que j'ai étudié et je mentionne que c'est ma première en tant que premier auteur. Je mentionne cela et j'insiste là-dessus parce que c'est un point important dans mon domaine. C'est très rare quand tu es un étudiant de master d'avoir des publications en premier auteur. Donc j'ai décidé de le mentionner. Et je mentionne que nous avons observé certains effets. Donc tu décris ton papier, tu résumes rapidement ce que tu as observé. Parce que c'est le but de la notice, c'est de mentionner ta recherche et ce que tu as observé. Et tu mentionnes les différentes compétences que tu as développées. En tout cas, c'est comme ça que j'ai décidé de l'organiser. Tu n'es pas obligé de le faire comme ça. Au final, c'est à toi de voir ce qui marche le mieux. Moi, j'ai fait ça comme ça parce que ça me semblait être le plus simple. Tu te prends pas trop la tête, tu décris ce que tu fais, ce que tu as obtenu. Entre-temps, j'ai terminé un chapitre qu'on a publié dans un livre sur le stress transgénérationnel que j'ai fait pendant mon master. Donc là, j'ajouterai aussi cela si je le faisais aujourd'hui. Puis, mon doctorat. Donc, j'essaie de lier ma recherche ici avec ce que je fais aujourd'hui. Donc, je m'appuie sur les connaissances que j'ai acquises à l'étranger et pendant mon master pour développer un projet de recherche que j'ai obtenu en le défendant face à un jury. Ici, je mentionne que j'ai été productif pendant ma thèse parce que je l'ai terminé plus rapidement que la plupart des gens l'auraient terminé aux Pays-Bas. Ici, je mentionne un peu le sujet de ma thèse, les idées, les compétences que j'ai développées, etc. Je mentionne aussi que je suis allé à l'étranger pour justement développer davantage mes compétences et je mentionne ce que j'ai fait entre autres pendant ma thèse au niveau recherche. Là, c'est vraiment la partie recherche pour l'instant. Puis je mentionne que j'ai publié une revue scientifique et je mentionne le sujet de ma revue scientifique. Puis, dans mon cas, j'ai fait une revue scientifique, c'était The Dual Hit Hypothesis of Schizophrenia, donc l'hypothèse des doubles coups. Et du coup, pendant ma recherche, j'ai plusieurs articles qui sont sur le single hit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé ma recherche en... J'ai une revue scientifique qui m'a donné les bases, la connaissance, et du coup, j'ai décidé d'explorer cette connaissance que j'avais développée. Comprendre le single hit. Donc si tu as un seul facteur qui t'influence, j'avais 2 papiers à ce sujet-là. Donc j'ai décidé de les mentionner ici, de les décrire. Puis dual hit. Ensuite, une fois que j'avais étudié l'effet d'un seul hit, d'un seul stress, je voulais déterminer les effets combinés. Et du coup, j'ai démontré cela. On a observé cela pendant notre étude. On avait observé encore plus cela. Et ensuite, il y avait une limitation, c'est que j'ai étudié seulement les facteurs environnementaux. Je voulais aussi étudier la composante génétique. Et du coup, j'ai décidé d'aller plus loin. Et pour faire cela, j'ai décidé de contacter le professeur à l'université de Wellington aux Pays-Bas. J'ai rédigé une subvention de bourse que j'ai obtenue. Et j'ai enfin pu faire mon projet que je voulais faire, qui va me permettre d'avoir une publication en dernier auteur. Donc c'est là que tu mentionnes ce qui est important dans ton domaine. Ça, c'est important dans mon domaine. Et à la fin, j'ai décidé de résumer ma thèse. Donc, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai détaillé la recherche que j'ai faite pendant ma thèse. J'emmène le lecteur avec moi et à la fin, tu résumes ce que tu as fait.
le but de la contribution de la thèse, quel était le but que tu voulais avoir, ce que tu as observé, et en quoi qu'est-ce que ça a apporté. Et qu'est-ce que ça t'a apporté dans le domaine, mais aussi à toi, qu'est-ce que ça t'a apporté. Et ensuite, je bifurque sur ma recherche postdoctorale, où je mentionne ce que je fais pendant mon doctorat, pendant mon post-doctorat. Donc je disais que je voulais développer de nouvelles compétences dans un autre domaine. À toi de voir la raison pourquoi tu fais ton postdoc, où tu le fais, est-ce que tu fais un postdoc, qu'est-ce que tu fais en ce moment. J'essaie de lier les deux si c'est possible. Et du coup, je mentionne un peu le projet de recherche, ce qui permet ce que je peux apprendre grâce à ce projet. Et là, j'arrive sur la partie suivante, qui est enseignement, travail, administration. Donc comme tu le vois, ma notice se concentre pas particulièrement sur mes recherches parce que j'ai fait une majorité de recherches. Comme tu vois, j'ai 3 pages sur ma recherche et seulement une page et demie sur enseignement, travail administratif. Donc ça va dépendre de toi. Si tu as plus d'enseignements, tu peux mentionner davantage tes enseignements. Toi de voir ce qui est important, ce qui est pertinent pendant ta thèse. Donc pendant mon doctorat, j'ai aussi développé des compétences en supervision, en coordination. J'ai supervisé des étudiants, j'ai développé des cours. Mon travail était bien accueilli, donc tu as envie de voir est-ce que ton travail est accueilli par la communauté universitaire et dans le monde, par la communauté aussi générale. Est-ce que le grand public est attiré par ton travail? Donc tu peux mentionner ces choses-là, c'est intéressant. Tu mentionnes si tu vas à des conférences, si tu es invité, si tu présentes des posters, si tu donnes des présentations orales. Tout cela est important et est relevant parce que ce que tu as envie, c'est que ton travail soit utile. Et il est utile si la communauté en a quelque chose à faire. Donc ça, c'est intéressant de le mentionner. Et tu peux aussi mentionner si tu as développé, dans mon cas, j'avais créé des symposiums, j'ai organisé et présidé des symposiums pendant des conférences, donc je le mentionne. Et à la fin, tu fais juste un résumé. Tu dis que pendant ton parcours, tu as publié des articles recherchant le rôle du stress, etc. Et à la fin, tu as la liste. Et là, tu arrives aux publications. Donc ce qu'on m'a conseillé de faire, c'était un petit tableau résumé. Comme ça, la personne n'a pas besoin de compter, elle le sait déjà. Publication avec peer reviewed publication, avec comité de lecture. Combien? Est-ce que je suis première, deuxième, troisième auteur ou dernier auteur? Là, j'en avais 5 avec premier auteur. Avec comité de lecture. Publication avec comité de lecture. Publication de revues. Donc là, ce sont les revues scientifiques. Donc j'en avais une. Et abstract de conférence 1. Donc j'ai un total de 6. Et là, je mentionne Published Peer Review. Et là, tu les listes, tu donnes le DOI pour que ce soit très simple pour la personne d'accéder. Ça, elle a juste à cliquer. Puis, tu vas dans la revue, tu mentionnes ta revue, puisque tu les mentionnes séparément. Là, les articles, là, les revues, là, les conférences. Et là, j'en avais un en cours, donc je le mentionne comme étant en cours. Et ensuite, on m'avait conseillé aussi de donner plus de détails sur mes conférences orales et posters. Donc, j'ai rajouté du détail, j'ai donné chaque section, le nom de chaque section, qui a participé, voilà. J'ai aussi mentionné mes conférences orales, donc je mentionne le titre, etc. Pour chaque chose, pour les posters, j'ai fait la même chose. Et voilà, ça c'était mon CV pour les qualifications de maître de conférence. Et à la fin, il y avait des pièces complémentaires qui m'étaient demandées. Donc, on me demandait une fiche de synthèse et justificatif des activités d'enseignement. Donc, pour le justificatif, j'ai juste mis rien de très intéressant. Je pense pas que ce soit très utile pour toi. Parce que dans mon cas, j'avais pas vraiment des enseignements que je pouvais vraiment justifier. Et maintenant, je vais te montrer la fiche d'aide. Pour la section, donc je mentionne mon nom, mon âge. Donc ma thèse, quand je l'ai obtenue, le financement, donc je mentionne que j'ai obtenu mon financement, les superviseurs, mon projet actuel, où je le fais, mes publications, mes enseignements. Donc tu fais vraiment un résumé, pour que justement le rapporteur ait la vie simple et qu'il puisse juste cliquer sur favorable. Comme ça, tu obtiens, le rapporteur signe, et voilà, c'est tout. Comme ça, tu n'as pas besoin de faire plus. Et tu es content. Donc, j'espère que tout cela va t'aider à compléter ta demande de qualification.
aux fonctions de maître de conférence. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, à partager cette vidéo si tu penses qu'elle va aider des personnes à faire cette demande. Et je te dis à bientôt. Ciao.